Le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. À 74 ans, le roi Charles III a été couronné aujourd'hui à Londres en présence d'importantes délégations internationales officielles, mais aussi une foule immense venue assister à l'événement historique. Et dans l'actualité, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'engagent dans des négociations à Jeddah, en Arabie Saoudite. Au même moment, la situation reste tendue à la capitale Khartoum. Contrairement aux prévisions, l'économie russe affiche une bonne santé et de meilleurs résultats en dépit des sanctions occidentales. Sport football, CAN U17 en Algérie, les Verts se qualifient pour les quarts de finale après un nul contre le Congo. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'était donc l'événement qui a marqué l'actualité internationale aujourd'hui. Le roi Charles III a été couronné aujourd'hui à la baie de Westminster, dans la capitale britannique Londres. Et ce, 70 ans après le couronnement de sa mère, la reine Elisabeth II. En plus de la famille royale, des délégations aux officiels et une foule immense a suivi la cérémonie qui a commencé tôt ce samedi par le trajet du convoi royal depuis Buckingham Palace jusqu'à la baie de Westminster. On revient sur cette journée avec Souila Kilal. L'éternel prince de Galles devient enfin roi d'Angleterre. Les yeux du monde sont rivés ce samedi sur Londres, où la cérémonie historique du couronnement du roi Charles déchaîne les passions. Celui qui vivait dans l'ombre de sa mère monte enfin sur le trône. Un couronnement ponctué de plusieurs processions, d'une cérémonie à l'église de Westminster et d'une apparition au balcon de Buckingham. Parade en carrosse, défilé militaire, cérémonie. Vous l'aurez compris, du faste, de l'apparat, du glamour pour cet événement historique que seuls les Britanniques savent organiser. Tout a été préparé au détail près. C'est à bord du carrosse d'état du jubilé de diamant que Charles et Camilla quittent Buckingham, créé en 2012 pour les 60 ans de reine d'Élisabeth II. Le carrosse, escorté par la cavalerie, effectue un trajet de 2 km, traversant le Mall, cette large avenue qui fait face à Buckingham, puis arrive à l'Arche de l'Amirauté, Trafalgar Square, où se trouve une statue équestre de Charles Ier. Là, le cortège bifurque pour emprunter Whitehall jusqu'à Westminster. Le couronnement débute à l'abbaye de Westminster et se déroule en 6 grandes étapes. La reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture qui inclut le couronnement, l'intronisation et l'hommage. C'est au cours de cette cérémonie que lui seront remis les regalia, les symboles de son pouvoir et de son rôle, les couronnes, les sceptres, l'orbe et plusieurs épées. C'est l'archevêque de Canterbury qui couronnera Charles. Tout a été pris en compte, même la musique qui accompagne la cérémonie, que le roi lui-même a pris le soin de choisir. Après le couronnement, le roi et la reine empruntent le même trajet pour revenir à Buckingham, mais seront alors suivis d'une procession bien plus importante que la première, puisque des milliers de membres de l'armée britannique, du Commonwealth et des territoires d'outre-mer les escorteront. 5000 membres des forces armées accompagnent le souverain. Ils feront cette fois-ci le voyage à bord d'un carrosse moins moderne, l'authentique Gold State Coach, vieux de 260 ans, qui porte bien son nom, tant il est couvert de dorures. La famille royale se présentera ensuite au balcon de Buckingham pour saluer la foule. Depuis le 19e siècle et le règne de Victoria, l'apparition de la famille royale au balcon du palais de Buckingham est un rendez-vous important avec les Britanniques, un événement qui marie visibilité et distance. Et à peine la cérémonie terminée, le couple royal qui est revenu à Buckingham, les commentateurs britanniques sont revenus sur certains détails de l'événement, à l'image de l'historienne Alice Hunt. Je pense que tout le monde s'attendait, ou certainement, je m'y attendais à ce que ce soit une cérémonie plus allégée qu'elle ne l'était en réalité.
Le spectacle auquel nous nous attendions était au rendez-vous et avons vu auparavant avec des occasions de ce genre. Bon, il y avait moins de monde à l'abbaye qu'en 1953, environ 2000 personnes, mais le cortège était phénoménal, des milliers de membres des forces armées ont défilé. Famille royale du monde entier, dirigeants et des représentants de la société civile, ils étaient plus de 2300 invités à la baie de Westminster à Londres pour prendre part aux cérémonies du couronnement. La liste est restreinte comparée à celle du précédent sacre en 1953 où 8000 personnes avaient été invitées par Élisabeth II pour l'événement. Et pour l'intronisation du roi Charles III, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été représenté par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, qui a assisté à la cérémonie en présence de plusieurs délégations officielles venues du monde entier. À noter que Ahmed Attaf s'est entretenu vendredi avec le ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, Lord Tariq Ahmed de Wimbledon. Selon les estimations, ce couronnement du roi Charles III pourrait coûter jusqu'à 125 millions de dollars. L'événement, qui comprenait une procession du roi et un concert au château de Windsor avec Katy Perry et Lionel Richie, devrait coûter plus cher que le couronnement de 1953, qui aurait coûté à l'époque 157 millions de dollars. Un couronnement qui n'est pas passé sans des mouvements de protestation. Des dizaines d'opposants se sont rassemblés à Trafalgar Square. Au total, 6 militants ont été arrêtés par les services de police. Le groupe écologiste Just Stop Oil a aussi indiqué que 19 de ces militants avaient été arrêtés aux abords de l'itinéraire prévu pour la procession. Le groupe avait prévu de manifester à l'occasion du couronnement pour s'opposer à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays. Je ne crois pas à la monarchie héréditaire et je pense que cela coûte énormément d'argent alors que beaucoup de gens se débattent et que l'économie s'effondre et que les services publics sont affreux et nous devons investir là-dedans et non pas dans Charles et sa grande fête. Est-ce une nouvelle ère pour la Grande-Bretagne? Le nouveau nom de la monarchie britannique a été couronné aujourd'hui et plusieurs questions sur la nature du nouveau trône. Quel serait le visage du royaume sous Charles III? Élément de réponse avec Iman Merad. Le roi Charles III, 74 ans, a été couronné samedi à l'abbaye de Westminster à Londres. La cérémonie religieuse s'est déroulée devant près de 2300 convives. C'est le premier couronnement majestueux depuis 70 ans. Insolite destin d'un prince à une personnalité controversée, la dissemblance de tempérament avec sa mère est d'autant plus épiée qu'Élisabeth II jouissait d'une grande popularité. Son âge, sa neutralité et la longévité de son règne lui permettaient de représenter une certaine stabilité et de symboliser un modèle pour les Britanniques. Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, devenu l'héritier de la couronne à l'âge de 3 ans et 3 mois en février 1952, lorsque la princesse Élisabeth a seulement 25 ans, hérita du trône suite à la disparition de son père George VI. En 1981, il épousa Lady Diana Spencer. Ils eurent 2 fils, le prince William et le prince Harry. Mais leur mariage a pris fin en 1996. En 2005, Charles épousa sa partenaire de longue date Camilla Parker Bowles, aujourd'hui sacrée reine. Déjà roi depuis le 8 septembre dernier, jour du décès d'Élisabeth II, cette intronisation n'apporte aucun changement au rôle et aux attributions de Charles III, chef d'État et chef de l'Église anglicane. À travers une cérémonie rendant hommage aux multiples confessions et ethnies du Royaume-Uni, Charles III souhaite refléter la modernité de son règne. La principale tâche de Charles III consistera à maintenir le politiquement neutre, comme sollicité à chaque souverain de cette monarchie. Si la reine Élisabeth II y était dans l'ensemble bien arrivée, pour son fils, une partie de changement devrait avoir lieu. Et pour cause, Charles III, dans l'ombre de sa mère, a déjà par le passé manifesté un engagement politique différent en prenant position sur divers sujets d'actualité, à l'instar des questions migratoires, écologiques
ou encore la position britannique vis-à-vis de la Chine. Charles III devra affirmer les projets de loi votés par le Parlement. Son aval sera nécessaire pour que ces projets deviennent loi. Son consentement est requis pour débattre des projets de loi qui affecteraient les intérêts de la couronne. Chaque année, un discours d'ouverture officielle du Parlement sera prononcé par le nouveau roi, ainsi qu'une rencontre hebdomadaire avec le Premier ministre qui sera nommé par le souverain. C'est donc la naissance d'une nouvelle ère dans l'Empire british. Charles III parviendra-t-il à conquérir le cœur des Britanniques ? Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du couronnement du roi Charles III de Grande-Bretagne. Et dans le reste de l'actualité, dans les territoires occupés, l'escalationniste à l'encontre des Palestiniens ne faiblit pas après les incursions hier à Hébron et à Jenin. De nouveaux martyrs sont tombés sous les balles des forces de l'occupation lors d'incursions dans le camp des réfugiés de Tolkaram. À noter que 110 civils palestiniens, y compris des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs depuis le début de l'année 2023. Pour rappel, les deux martyrs Samir Shafai et Hamza Kiriwesh, tombés sous les balles de l'occupant, ont été inhumés aujourd'hui. En hommage aux deux martyrs, une grève générale a été déclarée dans les camps de Tolkaram sur demande du mouvement Fatah et les factions d'Action nationale qui ont dénoncé ce crime et l'ont qualifié de poursuite de la série de crimes d'occupation contre la population palestinienne. L'actualité, c'est aussi le dossier soudanais. Les regards se tournent dès aujourd'hui vers Jeddah, en Arabie Saoudite, qui abrite des rounds de discussion entre les représentants de l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Un rapprochement censé trouver une issue au conflit. Sur le terrain, la situation reste tendue, notamment dans la capitale Khartoum. Le point sur la situation avec Lila Gertal. Après plus de 20 jours de combats et d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'armée de Al-Burhan a affirmé avoir dépêché des négociateurs en Arabie Saoudite. À Jeddah, les deux parties belligérantes entament une série de discussions en vue d'une solution au conflit armé. Le chef de la diplomatie saoudienne, Emir Faisal Ben Farhan, a salué la présence des deux parties, affirmant son souhait de mettre fin à la crise et le lancement d'un processus politique. Autour de la table des pourparlers, les deux parties sont représentées par 3 officiers de chaque camp. Cette initiative, qui survient en pleine intensification des hostilités, a été cautionnée par les forces civiles ayant signé auparavant l'accord cadre. L'institution se dit attendre de cette rencontre un premier pas vers un dénouement final de la crise et dans le sillage des efforts diplomatiques, la Ligue des États arabes compte se réunir demain au Caire au niveau des ministères des Affaires étrangères afin d'examiner le dossier. Sur le terrain et selon des sources occidentales, les affrontements ont causé le déplacement de plus de 300 000 personnes et 115 000 réfugiés. La plupart se sont dirigés vers le Tchad voisin, mais aussi l'Éthiopie et l'Égypte. Côté humanitaire, les craintes d'une crise de la faim pèsent lourdement sur le conflit. Selon les observateurs, plus de 2 millions de personnes seraient menacées par le phénomène. Soudan, toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une réunion le 11 mai prochain pour discuter des derniers développements dans le pays depuis le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Auparavant, les Nations Unies avaient exhorté les deux parties à présenter des garanties pour l'acheminement des aides humanitaires. L'actualité en Algérie, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chinguereha, participe aux réunions annuelles de la capacité régionale de l'Afrique du Nord organisées en Algérie. Les travaux ont connu la participation du secrétaire général du ministère de la Défense et des cadres de l'AMP, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères. Ces réunions donneront sans aucun doute une nouvelle impulsion à la région en matière de préparation opérationnelle. L'Algérie plaide pour une nouvelle approche africaine pour la lutte contre le terrorisme, axée sur la lutte contre les groupes armés et la prévention contre toute forme d'extrémisme.
L'agence d'information Algérie Presse Service a tenu ce samedi sa première édition de Forum national d'information en recevant le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et ce à la veille de la commémoration de la Journée nationale de la mémoire. À noter aussi la présence du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chehri, et les représentants de plusieurs organes et établissements, ainsi que des responsables d'institutions médiatiques nationales. هناك ذاكرة منسية. التطبيع مع إسرائيل لتهديد الجزائر. La normalisation avec Israël, elle se fait pour menacer l'Algérie, pas seulement contre la cause palestinienne. Lorsqu'un ministre sioniste, un chef d'état-major sioniste sont en visite au Maroc pour menacer l'Algérie, sachez que l'Égypte ou la Jordanie, qui ont des relations beaucoup plus anciennes avec l'entité sioniste, ne les ont pas accueillis. Au Congo, une centaine de personnes ont trouvé la mort dans des inondations lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur le territoire de Sud Kivu. D'énormes dégâts matériels sont également enregistrés après le drame. C'était la désolation à Bushiwi et Niakubi, au groupement de Mbinga Sud, dans le territoire de Calais. Des centaines de corps étaient en train d'être tirés de la boue. Certaines sources parlent d'environ 80% des habitations de Niakubi emportées par la rivière, mais aussi des écoles ainsi que des établissements de santé. Au Mali, au moins 7 membres de l'institution onusienne, la MINUSMA, qui sont disparus ou bien ils ont été blessés dans le centre du pays après l'explosion d'un engin au passage de leur convoi, indiquait la mission de stabilisation de l'ONU. L'explosion s'est produite à 34 km au nord de Douenza. 6 attaques similaires à l'engin explosif improvisé ont été dénombrées en 2023 dans le centre du pays, l'un des foyers des exactions terroristes. Conflit en Ukraine, en dépit d'un conflit qui se complique depuis plus d'une année et les sanctions occidentales et l'économie russe affichent de meilleurs résultats que prévu. Comment Moscou a pu contourner une conjoncture économique peu favorable? La réponse avec Safwan Ben Sabri. À contre-courant des prévisions faites après le début du conflit en Ukraine, l'économie russe tient le coup malgré le conflit et les sanctions occidentales. Les derniers chiffres quant à la santé économique de la Russie sont tombés. Dans un rapport détaillé présenté par le ministre de l'économie russe à Vladimir Poutine, un chiffre sort du lot, 1,2% de prévision de croissance pour l'année 2023. Le ministre de l'économie souligne que généralement la croissance réelle est supérieure aux prévisions. Quant au FMI, il table désormais sur une prévision de croissance de 0,7%, des chiffres qui viennent contredire les anciennes prévisions de l'institution qui avait prévu une récession de 2,3% pour 2023 avant de corriger ses évaluations. Pourquoi l'économie russe est-elle aussi résiliente alors que les politiques occidentales, Bruno Le Maire en tête, déclaraient que l'Occident provoquerait l'effondrement de l'économie russe? Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Malgré l'embargo relatif sur le gaz russe, celui-ci continue à se vendre massivement sur les marchés internationaux. À titre d'exemple, 71% du gaz consommé en Autriche provient de Russie. La balance commerciale vis-à-vis des États européens s'est-elle largement creusée en faveur de la Russie? Le rouble, quant à lui, se maintient de façon stable sur les places financières internationales, ce qui a eu pour effet d'endiguer une inflation galopante qui aurait mis à mal l'économie de la Russie. Malgré le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales, la Russie a par ailleurs su faire pivoter son économie vers de nouveaux pôles économiques et politiques, notamment vers l'Est, loin de la démarche vindicative de l'Occident. On termine avec le football. La sélection algérienne des U17 a décroché hier soir son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Algérie. Les coéquipiers d'Anatov ont réalisé un match nul face au Congo, ce qui a placé les Verts en deuxième place, synonyme de qualification pour le prochain tour.
Voilà, c'est la fin de l'édition. À 21h, ne manquez pas l'entrevue du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les représentants des médias nationaux à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera diffusée sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.